merci d'être connecté à cette visioconférence en multiplex, qui pour nous, effectivement, est un exercice périlleux, n'est-ce pas? Que j'espère que nous allons réussir, mais nous sommes dans la thématique aujourd'hui. Bien, donc je m'appelle Martial Godard, je suis membre de l'AFQP et référent pour l'Île-de-France. Depuis la création des 5 à 7 de l'AFQP en 2013, avec mon ami Jean-Pierre Caliste, qui aujourd'hui aura le rôle de modérateur de cette session, nous avions évoqué cette possibilité à maintes reprises, avant-hier comme un rêve, hier comme une possibilité dont nous n'avions pas encore tous les aspects techniques à portée de main, aujourd'hui contraints par l'actualité Covid-19 bien sûr, et les capacités techniques de l'UTSC, fort de la volonté de Nicolas Louis Duclos, à qui je céderai la parole dans quelques instants, nous le faisons. Bien, qui nous sommes? Alors, nous sommes l'association France Qualité Performance, qui est, en fin de compte, la continuité du mouvement français pour la qualité qui avait été voulu par les pouvoirs publics à la fin des années 80. Dans un but qui était de soutenir le développement des principes de la qualité dans les entreprises et les organisations de tout type, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques. Depuis 2011, sur la base d'un nouveau modèle économique et d'une nouvelle dynamique qui a été engagée, l'AFQP, qui aujourd'hui privilégie plutôt le terme de France Qualité, fédère un réseau national d'associations régionales indépendantes qui œuvrent localement et assurent au niveau régional, répondent aux différents besoins opérationnels que peuvent avoir les adhérents régionaux. Par ailleurs, l'AFQP, donc France Qualité, représente au plan international des instances comme l'IFQM, qui prône la qualité et l'excellence, et puis au niveau également de l'IOQ, puisque nous sommes national partner de cette organisation. Alors, pour l'Île-de-France, donc on va suivre le PowerPoint, après ce bref rappel rapide. On voit effectivement les 5 à 7. Donc ces 5 à 7 que nous avons initiés, en fin de compte, c'est essentiellement une réunion thématique que l'on veut mensuelle, alors que l'on fait avec plus ou moins de succès en fonction des contraintes, mais que maintenant, dans cette nouvelle version virtuelle, j'espère bien qu'on en fera beaucoup d'autres. Et tout à l'heure, j'espère qu'on aura l'occasion d'accueillir Bruno Gousseau, qui sera notre prochain intervenant. Donc ces 5 à 7 sont faits pour développer des thématiques qui sont des sujets d'actualité ou de recherche, pour faire connaître des bonnes pratiques, développer du benchmarking, favoriser des échanges entre pairs, et en fin de compte, c'est de créer de l'émulation. Donc ces 5 à 7 ont été créés à l'origine avec l'UTC. Aujourd'hui, l'UTC, c'est également l'Alliance Université Sorbonne, et puis également d'autres universités ou grandes écoles comme les Arts et Métiers Paris Tech. Les autres activités donc de notre région, j'essaie de cliquer et pas trop vite, une excuse. Le club excellence opérationnelle que nous faisons en partenariat avec le mouvement des entreprises du Val d'Oise. Alors le mouvement des entreprises du Val d'Oise est un MEDEF, personne n'est parfait, mais c'est surtout le plus ancien d'Europe. Il a été fondé avant les années 1900. Je crois qu'il a fêté ses 130 ans il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quand même une belle entité, si je puis dire. Et je suis personnellement très heureux de travailler avec eux pour développer le concept de la qualité dans les entreprises et surtout auprès des entrepreneurs, qu'ils soient de petites entreprises ou de grands groupes. Voilà. Le Val d'Oise représente environ 1500 adhérents d'entreprises, donc de différentes tailles, petites et grandes. Le club des olives croisées, qui effectivement est réservé aux adhérents, sachant que les activités que j'ai citées précédemment, j'ai oublié de le préciser, mais c'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'inscrire pour y participer. Le club des olives croisées, donc, c'est réservé aux adhérents et cela permet de réaliser des olives internes sur la base d'échanges, sans contrepartie financière, bien sûr, et garanti par un cadre structuré, c'est-à-dire qu'on s'engage pour pouvoir y participer et bénéficier d'audits qui sont effectivement des audits sérieux et structurés. Voilà. Rexelis, une démarche qui est orientée
vers la reconnaissance RSE. C'est un parcours qui aujourd'hui est labellisé et qui est aussi reconnu par la région Île-de-France. Si effectivement des gens parmi vous étaient intéressés, bien sûr ils peuvent revenir vers la FQP ou vers moi-même, mais sachez également que cette démarche RSE labellisée est déployée par tout le réseau des associations régionales en France. Le trophée de leader qualité, donc ce trophée est basé sur le prix européen Jacques Borel, qui a initié l'IOQ en 2008. Jacques Borel, juste pour faire une petite aparté, c'est un Français qui a dirigé cette organisation européenne pendant près d'une dizaine d'années. Et compte tenu, je dirais, de la qualité, de l'excellence de son activité, ses pairs ont décidé, quelques années après son départ, de créer un prix en son nom, et donc pour récompenser les meilleures pratiques au plan européen. Et depuis l'année dernière, nous l'avons institué en France, et le premier à avoir reçu ce prix a été Monsieur Eric Wolf, le directeur qualité du groupe L'Oréal. Et cette année, bien sûr, j'invite tous les responsables qualité, directeurs qualité, de petites, moyennes ou grandes entreprises, ou entités, ou organisations, à concourir, et ils peuvent le faire jusqu'au 30 octobre. Voilà. Donc, n'hésitez pas, messieurs, mesdames, le prix est ouvert. Et puis, je terminerai par les prix qualité-performance. Ça, c'est une institution qui vient du mouvement français pour la qualité, puisque ça fait plus de 30 ans que nous décernons maintenant un prix chaque année pour récompenser les meilleures organisations, qu'elles soient privées ou publiques, de différentes tailles, que ce soit des structures, même des associations. Donc récompenser des bonnes pratiques, et les meilleures d'entre elles sont accueillies. Alors ça peut être dans un lieu prestigieux, ça a été à de nombreuses reprises au sein du ministère à Bercy, ça a été une fois à Matignon. C'est rare que les petits s'intéressent à nous, mais ça arrive. À chaque fois on espère, mais voilà. On a du mal à être entendu ou être visible peut-être. Donc ce prix est un prix qui est reconnu et pour lequel de très grandes entreprises participent. Cette année, il y aura effectivement une particularité sur les prix bonnes pratiques orientés bonnes pratiques Covid-19 ou orientés sauvegarde d'entreprise. Donc n'hésitez pas, allez voir sur le site, regardez, tout le monde peut candidater, soit pour commencer l'engagement sur le chemin de l'excellence, c'est-à-dire commencer par une bonne pratique et ensuite persévérer, soit si effectivement on est déjà adepte du modèle EFQM, se lancer dans un full EFQM et participer au Grand Prix qui aura lieu donc en janvier ou mars 2021. Avec le Covid, on ne sait pas encore exactement quand ça va se situer. Voilà. J'ai terminé mon tour rapide de présentation. Je vais céder la parole à Nicolas-Louis Duclos qui va parler de l'UTC. À vous, Nicolas-Louis. Nicolas a son micro coupé. Ça y est, vous m'entendez? Oui, excusez-moi. Voilà. Ça marche mieux. Je recommence, voilà. Donc, vous parliez de Jean-Pierre Calis tout à l'heure. Merci, hein, bonjour à tous. Vous parliez de Jean-Pierre Calis. Moi, je travaille depuis plus de 20 ans à l'Université de technologie de Compiègne avec Jean-Pierre dans les domaines de qualité, fiabilité et management. Voilà, performance au sens large. Comment dire? Donc, voilà, j'ai fait une carrière en entreprise et notamment pendant 10 ans au Bureau Veritas. 1828, le Bureau Veritas, encore plus ancien hein, que le groupement du Val d'Oise. Nous avons travaillé tous les deux et depuis cette année, je suis responsable effectivement d'un master spécialisé qui s'appelle Manager par la qualité, qui est donc un master spécialisé, donc diplôme d'université Bac+6, qui est accrédité par la conférence des grandes écoles. Alors, il a quoi comme particularité? C'est qu'il vient de loin. Il a été fondé il y a plus de 15 ans, voilà. Et il était autrefois en blended learning, c'est-à-dire un diplôme en e-learning à distance, et on regroupait 4 fois par an nos étudiants.
Et cette année, pour différentes raisons et d'évolution technique et de Covid, après on n'avait plus le choix, nous sommes passés en full distance e-learning. Voilà. Donc c'est un diplôme qu'on propose aux professionnels qui peuvent suivre entièrement à distance où qu'ils soient dans le monde. J'ai actuellement une promotion avec des étudiants à Washington, au Bénin, au Cameroun, voilà, en France, dans différents endroits. Et que donc nous pensons que nous pouvons continuer à porter les messages liés à la qualité dans le nouveau contexte. Voilà. Et donc ce diplôme essaie de développer à la fois des compétences de management en tant que tel, en général, pas seulement liées à la qualité, management en général, mais également bien sûr continuer à promouvoir toutes les méthodes et outils de la qualité, que ce soit les outils de résolution de problèmes ou toute la maîtrise des référentiels, de la performance, des choses comme ça. Voilà. Et donc, nous pensons que là aussi, le contexte du Covid et l'évolution technologique en général de notre société ouvre de nouveaux besoins dans la prolongation des précédents, sur essayer de faire connaître et promouvoir les savoir-faire de la qualité. C'est pour ça qu'il nous a semblé naturel d'aider la FQP à développer ce cycle de conférences. Voilà. Et juste par exemple, vous avez cité tout à l'heure le prochain conférencier, Bruno Goussot, lui va nous parler de ça, c'est dans le domaine des techniques de gastronomie, donc techniques de cuisson, d'extraction de saveurs, de choses comme ça. Et justement, il viendra nous parler de en quoi l'évolution des techniques, des technologies, l'évolution du monde en fait, permet d'ouvrir, de modifier la vision des métiers qu'on peut avoir. C'est pas simplement qu'avec la technique on puisse faire plus vite, plus fort, mais ça nous oblige à changer notre regard des métiers que nous pratiquons. Voilà. Donc c'est ce que certains appellent la nouvelle qualité. Il y a parfois eu des critiques dans le monde de la qualité trouvant qu'il y avait trop de procédures, trop de lourdeur. Sans rentrer dans ce débat, de toute façon, on a besoin effectivement d'un nouveau monde qui est le nôtre, complexe, où tout va vite, de s'approprier ces méthodes, de pouvoir échanger les meilleures pratiques et les façons de faire. Voilà. Et donc je suis ravi de contribuer à ce travail de la FQP et j'essaierai d'accompagner tout au long de l'année la suite des événements. Voilà, merci à vous. Merci Nicolas Louis. Si vous me permettez, maintenant, je voudrais donc vous présenter et laisser la parole à Grégory Fournier, qui est directeur commercial de la compagnie Alexis Grus, et qui va nous parler effectivement, rentrer dans le détail de son appel, qui est la qualité, une voie de jongleur vers l'équilibre, qui nous interpelle tous, n'est-ce pas? À vous donc, Grégory, pour votre présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir donné la parole, Martial.
Donc effectivement, j'ai intitulé cette conférence La qualité, une voie de jongleur vers l'équilibre. Alors je suis directeur commercial de la compagnie Alexis Grus. Et l'année dernière, nous avons mis en place un nouveau produit qu'on a intitulé les Folies Grus. Donc il y a plusieurs raisons à cette création. Je vais vous expliquer tout à l'heure brièvement le contexte de la création des Folies Grus et la mise en place. Je vais m'appuyer ensuite sur l'étude de marché que j'ai dû réaliser en 3 temps de travail pour passer de la pensée à l'action. Le but étant bien sûr d'améliorer de façon continue la performance de l'entreprise. Je vous parlerai ensuite de la qualité artistique et à partir de là, on essaiera de définir ce qu'est la qualité pour ensuite évoquer 5 étapes que je pense nécessaires pour tenter d'atteindre la qualité. Je parlerai également des outils et des besoins qui pour moi sont les points principaux de la qualité. Et cette conférence ne pouvait pas se faire aujourd'hui sans aborder effectivement le Covid-19 qui a totalement transformé, je pense, toutes nos sociétés. Et je pense que le futur va nous le démontrer. Et je terminerai donc à vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette formule, la qualité, une voie de jongleur vers l'équilibre, et ma définition de la qualité. Donc pour commencer, les Folies Grus, si vous voulez, on vient d'une très longue histoire familiale de la famille Grus. Alexis Grus avait créé son cirque en 1974 et au mois de juin de l'année dernière, il a donné la gérance à un de ses enfants. Donc comment est organisée notre vie sur l'année? On est du mois de septembre au mois de février à Paris, sous un chapiteau qu'on monte, où on fait 115 représentations approximativement, en moyenne. On a un gros marché arbre de Noël pour les comités d'entreprise et une partie événementielle où les entreprises achètent le spectacle, font ensuite des conférences, des team building, des lancements de produits, des soirées de gala. On a constaté depuis 2015 une baisse aussi bien en billetterie spectacle que sur le marché des arbres de Noël. Mais dans le cadre de l'événementiel, on a observé une hausse à ce niveau-là. Deuxième partie de l'année, qui est un lieu qui appartient à la famille Grus, qui s'appelle le parc Alexis Grus, où généralement on était ouvert du mois de mai au mois de septembre. Petit à petit, la saison s'est raccourcie et là-bas également, on a constaté une baisse sur la billetterie spectacle, sur les scolaires, puisque c'est un marché très important pour nous au mois de juin, puisqu'on vit des scolaires à cette période-là, et une baisse de l'événementiel. Parallèle à ça, on a, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, mis en place une tournée de Zénith depuis 2015. On a fait une année test en 2015 à travers 2 villes. Ça a été positif. Et puis, on s'est dit, nous allons essayer de faire plus. En 2016, on en a fait 9. 2017, 18, 2019, 11. Mais malheureusement, les tournées n'ont pas été rentables. Également, un autre projet qui tenait à cœur à Alexis Grus, c'était de monter un festival équestre au Théâtre Antique d'Orange. 8500 places, 2 représentations exceptionnelles. En 2014, ce fut la première édition avec un spectacle intitulé Pégasi Icare avec la compagnie Les Farfadets. Ce fut une perte financière également pour les 3 éditions. Alors, on n'a pas pour habitude de s'excuser et de prendre des explications qui viennent de la société, mais malheureusement, c'est des choses où on est obligé de vivre avec. Le premier, c'est le débat qui a lieu autour de la maltraitance des animaux, malheureusement. Le deuxième sujet, c'est les attentats de 2015 qui ont fait beaucoup de mal à la profession de façon générale. Le troisième sujet, c'est évidemment les gilets jaunes, où tous les week-ends sur Paris, c'est un peu catastrophique pour circuler. Et puis, malheureusement, on vit dans un monde où on a beaucoup de grèves qui nous ont perturbés également l'année dernière. Et donc, ma direction a décidé de créer les Folies Grus. À ce moment-là, nous étions en pleine activité. Comment cela s'est déroulé? C'est-à-dire qu'au mois de mars, d'habitude, à ce moment-là, nous étions en tournée de Zénith. Mars, avril, mai, tournée de Zénith. Et au mois d'avril, en pleine tournée, ma direction nous annonce son projet de créer les Folies Grus. À partir de ce moment-là, il fallait définir
quel allait être le concept de ces Folies Grusses, quelle allait être la clientèle, et qu'est-ce qu'on allait mettre dedans également, qu'est-ce qu'on allait proposer au public. Et toute la difficulté, c'était de trouver un produit qui correspondait à la fois à une qualité artistique, mais également à satisfaire le public à des tarifs qui soient en adéquation avec leur portefeuille, tout simplement. Et donc, on a commencé à mettre sur point une étude de marché qu'on a réalisée pendant cette tournée-là. Le mois de juin, quand nous sommes arrivés au parc Alexis Grus, nous a permis de faire le bilan de cette étude de marché. Donc, cette étude de marché, elle s'est faite à travers tous les services, aussi bien commercial qu'artistique, que du point de vue de l'accueil, que du point de vue restauration, que du point de vue de communication. Et sur chaque poste, ils ont dû réfléchir, je dis ils, mais ce sont mes collaborateurs, réfléchir à comment aménager leur nouveau poste, leur nouveau service dans cette nouvelle configuration. Et en quelques mois, donc on a défini le projet, on a planifié toutes les stratégies, notamment commerciales et de communication en ce qui me concerne, et puis tout l'aspect logistique derrière, parce que quand on arrive à Paris, ben là, vous voyez une pelouse qui est totalement vide. Pour ceux qui passent à l'heure actuelle, porte de Passy, à 16e arrondissement, en lisière du Bois de Boulogne, on est arrivé il y a quelques jours et on a déjà monté les écuries. Normalement, ce soir, à cette heure-ci, il y a déjà le chapiteau qui est monté et vous pouvez le voir en passant. Et donc, le but était également de tout budgétiser et de calculer tous les coûts et puis les risques. Et en quelques mois, parce que avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en 6 mois, on a tout mis en place, mis en vente, de façon à arriver sur le mois d'octobre 2019 à faire l'ouverture de ces Folies Grusses. Donc, je vais m'appuyer un petit peu sur l'étude de marché que j'ai réalisée d'un point de vue commercial pour ma part. Donc, cette étude de marché, pour moi, avait un but qui était à la fois de mesurer, d'analyser et de prévoir. À travers tout ça, donc, il fallait détecter les opportunités de mise en place du nouveau concept des Folies Grusses et du spectacle, ainsi que nos menaces potentielles auxquelles on pouvait être confronté. Il fallait aussi que je détecte l'efficacité de reconquête des consommateurs et assurer le succès, et puis mettre en évidence les raisons des pertes du public des années précédentes. Et donc pour ça, on s'est d'abord tous réunis dans les Zéniths, et puis au parc Alexis Grus pour savoir comment on allait s'y prendre. Et puis on a fait une mise en place de cette étude par deux approches. L'une sur notre clientèle individuelle, c'est-à-dire le tout public, c'est vous, c'est toutes les familles qui viennent nous voir. Et puis également sur notre clientèle entreprise, c'est-à-dire n'importe quelle société qui réserve des places pour faire de l'événementiel avec des conférences et puis des soirées où ils invitent leurs partenaires. C'est de la relation publique de cet ordre-là. Des fois, c'est pour récompenser leurs salariés, resserrer les liens, etc. On a à peu près interrogé 2000 personnes individuelles et 400 entreprises. L'objectif à ce moment-là, c'était d'identifier la typologie de nos spectateurs, de déterminer l'image des spectacles et le positionnement qu'on avait face à nos concurrents, de comprendre les raisons donc, du départ et de la perte des spectateurs qu'on constatait, de mesurer aussi le nouveau concept. Est-ce qu'il y avait un intérêt à le faire ou pas? D'identifier les futures cibles éventuelles à travailler qu'on ne travaillait pas auparavant, et puis voir également quelles étaient les cibles qui pouvaient être réfractaires. Ensuite, on a posé les questions sur une clientèle, je dirais, d'amateurs de spectacle. Donc ça, c'est des gens qui sortent au spectacle, mais qui ne viennent pas forcément voir la marque Alexis Grus. Là, j'ai eu environ 1000 réponses à peu près. L'objectif était à ce moment-là de mesurer la notoriété de notre marque, de déterminer l'image, les forces et les faiblesses qu'on avait dans le concept à l'époque de monsieur Alexis Grus. Il faut peut-être que j'en parle brièvement, puisqu'à l'époque, avant de faire nos Folies Grus, notre spectacle faisait 2h30 de spectacle avec un entracte de 20 minutes au milieu. Certaines fois, on est même monté à 3 heures, tellement qu'ils sont travailleurs et qui répètent. Et puis, on voyait bien qu'il y avait une désertion, il fallait faire bouger les lignes. Il fallait bouger parce que sinon on allait droit dans le mur de toute façon. Donc il valait mieux être actif
mettre des choses en place. Et de là sont nées les Folies Grusses. Donc, sur cette clientèle d'amateurs de spectacle, on a également déterminé les concepts, les idées qui plaisaient à l'heure actuelle au public qui sortait voir les spectacles. Et on a découvert de nouvelles choses. Et puis, on a eu aussi des confirmations de choses qu'on avait déjà pu observer. On a essayé de mesurer l'intérêt selon la vision du nouveau gérant. Donc, on a mesuré l'intérêt pour ce nouveau concept-là, ou pas, voir ce qu'il fallait peaufiner, améliorer, et puis identifier les cibles qui étaient favorables et réfractaires. Cette période d'études, de questionnement a duré 1 mois et demi, et on aurait pu continuer, mais il fallait qu'on avance pour décider ce qu'on allait faire, puisqu'on était déjà au mois de juin et qu'il ne nous restait que quelques mois pour faire tout le travail. Et donc après, il a fallu analyser toutes ces données, faire des synthèses, des recommandations et des présentations. En ce qui concerne ma partie commerciale, évidemment, mais on l'a fait sur tous les services. Moi, par rapport aux analyses que j'ai sorties sur les cibles de public, par exemple, entre les entreprises, entre les nouvelles générations parce qu'il fallait rajeunir notre public, ben on ne communique pas du tout de la même façon. Et ma collègue, par exemple, qui était chargée de la communication à ce moment-là, devait, elle, voir comment communiquer d'une nouvelle façon pour toucher ces nouveaux publics. Et ce travail d'analyse et de synthèse a duré à peu près 2 semaines. Et donc, on voit bien qu'entre le moment où la direction nous a présenté son idée et le moment où on présente des résultats, il y a 2 mois, on va dire, 2 mois et demi. Et c'est un minimum de temps, parce que moi, je pense qu'il faut au moins 3 mois pour faire une étude de marché, un minimum convenable. On voit bien qu'il y a 3 phases. Dans ces 3 phases, il y a une phase de préliminaire qu'on peut appeler phase d'entraînement. Après, il y a la phase de terrain où on est actif à ce moment-là. On va sur le terrain chercher les éléments. Et on a la phase d'analyse. Alors, quand je vois ces mots-là, moi, ça me fait penser également à un mot un peu de médecine qui est le mot diagnostic. On en reparlera après par rapport au Covid-19. Donc, je continue. Une fois qu'on avait analysé cette étude de marché, il fallait peut-être passer de la pensée à l'action et de l'action à la pensée. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que à partir de la vision de la direction, du travail de toutes les équipes, quelles qu'elles soient, parce que je peux évoquer aussi les écuries, je vais évoquer la technique également, parce qu'on est quand même une 50aine de salariés permanents. Il faut savoir que sur Paris, on monte certaines soirs, selon le nombre de personnes qu'on reçoit, jusqu'à 100 personnes, 120 personnes. Il est même arrivé que pour certaines soirées d'ordre entreprise, on soit 130, 140, ce qui fait beaucoup de monde à organiser. Donc, à partir d'une idée, d'une pensée, c'est fou ce qu'on peut faire comme action et c'est fou le pouvoir de la pensée. Mais une fois qu'on a agi et qu'on a créé les choses, qu'on les a mis en place, il faut analyser encore une fois ce qui ne va pas pour permettre d'améliorer. Et on est continuellement en train de réfléchir et d'agir, de la pensée à l'action, de l'action à la pensée. Et c'est toujours, il y a un effet cyclique là-dedans. Je continue ma petite présentation. Donc, l'objectif de tout ça, de continuer toujours à analyser la pensée et le geste. Et le geste est très important pour moi parce que on a tous un rôle dans notre monde professionnel, quel que soit le secteur, de transmission pour nos nouveaux collègues qui viennent au quotidien, mais les futures générations qui vont venir prochainement. Voilà. Et on est constamment en train de réfléchir à améliorer tous, je l'espère, de façon continue, la performance de l'entreprise. Et dans la présentation tout à l'heure que Martial et Nicolas Louis Duclos ont fait, le mot performance est revenu, le mot excellence est revenu. Et par rapport à la thématique de la qualité, on voit bien qu'on trouve toujours les mots. Et par rapport à l'artistique, on voit bien qu'on retrouve également ces mots-là. Et donc, quand on veut réfléchir à un perfectionnement au quotidien de ses équipes, de son produit,
on doit réfléchir en termes de fonctionnement. Donc, on peut parler de qualité fonctionnelle, en qualité de développement aussi bien sur l'aspect commercial que sur l'aspect artistique, que sur l'aspect de l'accueil, que sur l'aspect restauration, que sur l'aspect décoration de l'établissement. On va parler aussi de qualité technique, par exemple le chauffage de l'établissement. Ça peut être le côté sanitaire pour le côté accueil public. Et bien sûr, de la qualité esthétique. C'est l'ensemble, ça va être le jeu de lumière, ça va être le tissu qui va être choisi dans la décoration. Tout peut être détaillé. Et on a essayé de ne pas laisser de place au hasard. Tout a été réfléchi de façon sensée pour aller dans un sens. Et donc, je retrouve le petit cerveau de la pensée, là, qu'on avait tout à l'heure, parce que tout part de là. Et donc, c'est ce que je disais, on a essayé de réfléchir sur tous les postes, tous les services, la partie accueil, la partie restauration, bar, la partie artiste, puisque c'est quand même notre base. Par rapport au public, on a essayé de réfléchir sur la partie enfant, la partie adulte, la partie spectacle. Sur la partie accueil, avant, donc je disais tout à l'heure, on avait un spectacle de 2h30. Les gens arrivaient, ils passaient le contrôle comme dans toute salle de spectacle. S'ils voulaient prendre un verre avant le spectacle, ils pouvaient, puis ils allaient dans la salle de spectacle, ils s'installaient, et puis ils assistaient au spectacle. Aujourd'hui, quand ils arrivaient, et quand ils arriveront demain, au mois d'octobre, ben, ils étaient accueillis à l'extérieur par un artiste, par des chevaux. Mais ils pouvaient caresser le cheval, ils discutaient avec l'artiste. Après, ils passaient le contrôle de sécurité, puisque malheureusement, depuis les attentats, les salles de spectacle sont toutes équipées de personnel de sécurité. Et puis, ils avaient à disposition le vestiaire où ils pouvaient laisser leur matériel. Ils étaient accueillis également par d'autres artistes dans la tente de réception. Et puis, il y avait un photocall. Ils pouvaient s'habiller avec des costumes des artistes des saisons passées et se prendre en photo en famille ou avec les amis ou avec les collaborateurs. Puis, un peu plus loin, il y avait 2 box qui avaient été mises en place, magnifiquement décorées et créées par nos équipes techniques, sous l'œil bienveillant de notre direction. Et 2 chevaux donc étaient mis en place et les gens pouvaient venir également caresser le cheval, se prendre en photo. Donc il y avait une véritable âme au niveau de l'accueil. Ensuite, du côté de la partie restauration-bar. Donc j'en parle parce qu'auparavant on a toujours eu, dans les spectacles d'art du cirque, on a toujours eu le côté crêpes, le côté popcorn, le côté gaufres, le côté frites. Alors, nous, auparavant, on proposait également tout ce qui était croque-monsieur, sandwich, panini, etc. On proposait bien sûr des boissons, mais rien de très développé, nous dirons. Là aussi, ça a été un pari et on a développé, déjà on a investi, il a fallu investir grandement sur 4 comment on appelle ça, food truck, on va dire, qu'on a aménagé nous-mêmes. Encore une fois, c'est nos équipes techniques qui ont tout fait. Et on avait un pôle bar, un pôle viande, un pôle fruits de la mer et un pôle sucré. Et chacun devait élaborer une carte qui a évolué au cours des mois pour pouvoir renouveler un petit peu le cheptel. Et on a pu se développer aussi bien sur les produits de la mer, où on servait de la viande, on avait des hamburgers, on avait plein de choses diverses et variées. Du côté du produit de la mer, on avait des huîtres, on avait du ceviche, produits sucrés pareil, on avait tout sur place, on avait de quoi faire les crêpes, on avait les chichis, enfin je ne peux même pas tout vous dire tellement qu'il y en avait. Au niveau du bar, évidemment, on a développé tout l'aspect vin, avec le rouge, le rosé, le blanc, le côté champagne, on avait des cocktails, on pouvait enfin servir de la vraie bière également. Donc c'était plus du tout le même service qui était proposé. Je continue pour vous expliquer un petit peu ce qui a changé du point de vue artistique. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on avait des artistes qui étaient à l'accueil, mais ils étaient là aussi pendant toute la durée de la prestation de la restauration, c'est-à-dire qu'ils proposaient des animations, ils présentaient des animations qui ont été créées et qui ont évolué d'ailleurs au cours de la saison au milieu des tables de restauration. C'est-à-dire que les gens étaient en train de manger, ils avaient l'artiste qui passait à côté d'eux. Mais non seulement ils faisaient leur prestation artistique, mais ils discutaient avec eux. Ils n'hésitaient pas donc à s'asseoir à côté et de papoter, de discuter. Puis forcément, le public a des questions à poser aux artistes et il y avait une véritable rencontre qui avait lieu, un véritable échange.
Également, à travers toutes les interventions artistiques, il y avait une rencontre des arts qui s'effectuait. On a une chanteuse, Candice Paris, qui chantait également avant avec quelques musiciens de l'orchestre. Ils tournaient également. On avait aussi des musiciens externes qui venaient. Et on a eu comme ça plusieurs petits groupes qui sont venus proposer des animations que nous ne pouvions pas faire puisque ce n'était pas notre savoir-faire, justement. Le public pouvait éventuellement être invité, c'était même toujours le cas, à participer à des animations, notamment au niveau de la jonglerie, par exemple, ou au niveau de l'équilibre sur échelle. Firmin n'hésitait pas à faire participer des enfants qui jamais ne s'étaient tenus en équilibre sur échelle. Et bien sûr, toujours dans le respect du public et d'un point de vue sécurité également. Les enfants, donc, par rapport au cirque, c'était un peu quand même les maîtres du jeu. Et là, ils ont eu cette chance avec les Folies Grusses d'avoir leur espace jeu. Parce que notre optique, c'était que l'enfant puisse jouer, que le papa et la maman puissent être tranquilles, manger tranquille, discuter avec les amis, avec la famille, pendant que l'enfant est en train de s'amuser. Et donc, il y avait une vraie connexion avec nos équipes d'accueil, notre équipe artistique et les enfants par rapport aux jeux. Du côté des jeux, on avait des jeux comme le trampoline, comme la piscine à balles. On avait fait tout un coin atelier de cirque. Et là, c'était obligé qu'on avait les jeunes artistes, la nouvelle génération, qui étaient là pour enseigner aux enfants à jongler, à faire du fil de fer, etc. Donc, encore une fois, on est dans l'échange, on est dans l'apprentissage et dans le renouvellement. Pour les adultes, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir les enfants occupés, ils éprouvaient une certaine liberté. Ils pouvaient également participer au spectacle avec les artistes et discuter. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu qui existe sur Paris où vous pouvez discuter avec les artistes comme on le fait aux Folies Grusses. C'est impossible. L'artiste, vous allez le voir à l'accueil, vous allez l'avoir pendant que vous mangez avec vous, et vous allez l'avoir pendant le spectacle. Et après le spectacle, en plus, ils viennent également vous dire au revoir et vous raccompagner jusqu'à la fin. Notre spectacle, auparavant, était d'une durée de 2h30 et nous l'avons réduit. Nous l'avons réduit à 1h15 l'année dernière, ce qui a permis aux metteurs en scène et aux artistes de construire un spectacle beaucoup plus rythmé, beaucoup plus soutenu, avec beaucoup plus d'efficacité en un minimum de temps. C'est-à-dire qu'il se passait beaucoup de choses vite. Et les gens, à force, ils ne savent plus tellement qu'il se passe de choses vite, ils en prennent plein les yeux. Alors par contre, on a constaté qu'1h15, c'était un peu court, donc cette année, on va le rallonger d'un quart d'heure. Il va passer à 1h30. Et cette année, réserve bien des surprises, d'ailleurs, j'en parlerai à la fin. Donc, tous les pôles, tous les services, on a tout amélioré. Et on peut partir comme ça, pareil sur la technique, pareil du côté administratif, pareil du côté des écuries. Donc là, je vais partir un petit peu du côté artistique. Pourquoi ? Tout à l'heure, je parlais au niveau de l'étude de marché qu'on avait les 3 phases, les préliminaires, le terrain, l'analyse. Comme par hasard, un artiste, avant de pouvoir produire son numéro et de le montrer en public, il doit s'entraîner. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un numéro, l'artiste, il s'entraînait pendant des années. Ils ont commencé, ils avaient 6 ans, 7 ans, voire plus jeunes des fois. Donc ils s'entraînent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent après en lumière, en costume. Et continuellement, ils travaillent, ils analysent. Par l'analyse, ils vont continuer de s'entraîner, de répéter. Encore une fois, on a un côté cyclique qui revient. Et on recommence. On s'entraîne, on répète, on analyse. Et c'est tous les jours, dès le matin, 7h, 7h30, des fois, les répétitions commencent. Et quand vous voyez un numéro, quel qu'il soit, je le dis pour tous les artistes, c'est pareil, pour les gens qui font du théâtre, pour les gens qui chantent, ils ont travaillé depuis des années. C'est-à-dire que le prix du billet que vous payez, c'est des heures de travail. Et ça, il faut bien que les gens en prennent conscience parce que des fois, ils ne comprennent pas que le billet puisse être élevé. Mais c'est des années d'expérience, d'entraînement, de répétition, d'analyse, avant de pouvoir innover et de pouvoir créer de nouveaux numéros. En plus, nous, chez nous, on a la particularité d'avoir 3 générations sur la piste. C'est une famille où vous avez les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est la 4e, la 5e, la 6e génération. Donc, ils créent en famille. Alors, évidemment, vous allez venir travailler en famille, c'est peut-être pas facile. Non, c'est pas facile. Bien sûr que non, mais pour tout le monde, ce serait pas facile.
Mais il y a tellement ce goût de la transmission, ce goût du travail, ce goût du savoir-faire, de l'expérience de la génération d'avant qui apprend à la génération d'après. Et une fois qu'ils ont créé, ils recommencent encore. Et on va changer le spectacle, on s'entraîne, on répète, on analyse, on innove, on crée. Et c'est toujours pareil. Donc au début, ils se forment. Formation, ils recherchent et ils innovent. Pourquoi j'ai écrit ces 3 mots-là? Parce que c'est répétitif et que les 3 lettres du début des mots, c'est le mot free. Est-ce un hasard si moi ça me fait penser au mot free, au mot libre, la liberté? Tout à l'heure, je parlerai de création artistique. Comment aujourd'hui, et toute la problématique, elle est là pour nous, c'est comment laisser libre création artistique tout en répondant en termes de marketing à des besoins du public. Donc la qualité, à ce niveau-là, est-ce que c'est un concept? Puisqu'on a créé le concept des Foligrus. En plus, le mot concept, c'est un mot très étrange parce que c'est très abstrait comme mot. On a même utilisé ce mot-là au début pour présenter les Foligrus, mais ce n'est pas un bon mot. Et donc, ce que j'avais fait initialement, puisqu'au début, la présentation devait avoir lieu au mois de mars, avant cette épidémie et ce confinement, j'avais posé la question à un membre de chaque équipe, pour lui, qu'est-ce que c'était la qualité? Et donc l'artiste m'avait répondu, la qualité, c'est un équilibre entre la technique et l'esthétique. On a déjà cette notion d'équilibre, on a déjà une idée de technique et d'esthétique. On voit bien qu'il y a déjà une dualité qui s'installe, des oppositions qui s'installent, mais des oppositions avec l'équilibre. La personne que j'avais été interrogée aux écuries m'avait dit « La qualité pour moi, c'est de veiller au bien-être des chevaux. » Alors derrière, c'est le bien-être dans le box, c'est le bien-être de la nature, de la santé, le bien-être de la nourriture, le bien-être du travail, etc. Parce que tous les jours, tous les chevaux sortent, prennent l'air à l'extérieur pour se dégourdir, puis pour vivre simplement. Et tous les jours, ils travaillent également parce qu'eux aussi, tout comme les hommes, il faut qu'ils répètent pour créer. Et les chevaux, tout comme les hommes, sont de véritables sportifs. On peut prendre le sport, tout ce que je raconte, c'est aussi valable dans le sport, là, je crois. Équipe technique, il m'avait dit, la qualité, c'est de créer des choses utiles pour fonctionner. Donc, on voit bien pour lui que la création déjà était importante, que l'utilité était importante, et on voit bien que tout doit avoir une fonction. Dans la restauration, on me parlait de qualité, c'est le respect des règles d'hygiène et de sécurité du service et la satisfaction client. À l'accueil, on me disait, la qualité, c'est de veiller au bien-être du public et de sa satisfaction. Du point de vue administratif, on m'a dit, la qualité, c'est d'organiser afin que chacun puisse bien faire son travail et rentrer de l'argent. 6 personnes ont été interrogées sur un mot, la qualité. Nous avons 6 définitions ici. Donc, on voit bien qu'il est très difficile de définir ce qu'est la qualité. Pour ma part, je pense que c'est l'union de toutes ces définitions qui fait la qualité. C'est-à-dire que si on n'avait pas cet équilibre entre la technique et l'artistique, si on ne veille pas au bien-être des chevaux, si on ne crée pas des choses utiles pour fonctionner, si on ne travaille pas dans le respect des règles de sécurité, d'hygiène, du service, qu'on ne pense pas à veiller au bien-être du public et à sa satisfaction, qu'on ne s'organise pas correctement et qu'on ne rentre pas de l'argent, ben, il n'y a pas de qualité. Il suffit qu'il manque un seul élément de tout ce qu'on a cité là, la qualité n'existera pas. Et donc, pour atteindre cette qualité, il faut penser les choses individuellement et collectivement. Puisqu'avant tout, derrière tous les profils que je viens de citer auparavant, on a des hommes qui travaillent. On a des hommes qui travaillent individuellement, qui travaillent en équipe, qui travaillent dans un service, qui travaillent pour une entreprise. Et chaque personne doit effectuer un travail pour atteindre la qualité pour moi. D'abord, c'est de s'aligner individuellement avec la vision commune qui est donnée par la direction. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé l'épreuve de la libération. Tout à l'heure, je parlais de free,
On est obligé de vivre les difficultés et les problématiques pour pouvoir avancer. On est obligé de connaître l'échec pour pouvoir grandir. Ensuite, quand on commence à vivre les éléments, on analyse et on augmente notre taux de compréhension. Et bien sûr qu'à un instant T, ce que je pense aujourd'hui, par exemple, dans 10 ans, je penserai ce que je pense aujourd'hui, mais couplé avec toute l'expérience que j'aurais acquise entre-temps, et j'aurais développé ma compréhension. On intègre ensuite tout ça, tout ce qu'on a découvert dans la difficulté qu'on vient de surmonter, on l'intègre, on développe notre connaissance, et le lendemain, on recommence à travailler. Et tous les jours, c'est ça, recommencer à travailler avec ce que l'on a appris la veille. Tout ça, ensuite, on l'harmonise avec la vision de la direction, et le changement commence à opérer. Je suis directeur commercial, au quotidien, j'apprends des choses, au quotidien, j'ai que des problèmes à régler. J'essaie de trouver des solutions et je me développe avec mes collègues de la communication, de la comptabilité, du secrétariat, de la technique, des écuries, de l'artistique. Et tous ces points-là, chaque salarié peut se les attribuer et il les vit. Chaque équipe se les attribue et il les vit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir où on veut aller. Il faut donner la priorité aux priorités quand on travaille. Moi, il y a des jours où j'ai 10 problèmes à régler dans la journée. Eh bien, on va prendre le premier problème, le plus important, celui qui est prioritaire sur les autres. Je cherche toujours également à comprendre et à être compris. Il y a une phrase, je ne sais plus exactement mot pour mot ce qu'elle dit, mais entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, la façon dont on le dit, la personne qui l'écoute, comment elle le comprend, comment elle se le traduit, comment elle l'analyse, comment elle le répète, etc., bien souvent, on ne se comprend pas. Et il faut répéter. Et bien souvent, moi, j'ai pour habitude de dire que si la personne en face de moi ne comprend pas, c'est que c'est moi qui me suis mal exprimé en premier, c'est pas lui qui est en train de mal comprendre. Intégrer la connaissance, ça veut dire profiter de la synergie des autres et apprendre. Profiter de la synergie de la découverte et apprendre. Apprendre, c'est après avoir pris. Donc j'ai pris quelque chose que je viens de découvrir et après l'avoir pris, je vais aiguiser mes facultés, je vais aiguiser mon faire savoir et par la même occasion pour les prochaines générations, le faire savoir. Concrètement, c'est tout ça et toutes ces étapes se développent donc sur toutes les équipes. Chaque personne travaille avec des outils. Je vais prendre moi comme exemple tout à l'heure, mais le premier outil, c'est le collaborateur, c'est l'humain. Et l'humain, il a des besoins physiologiques. C'est-à-dire que pour travailler, il faut qu'il soit en condition. Regardez les artistes, si avant de travailler leur numéro, répéter leur numéro, ils ne font pas d'échauffement, ils ne font pas d'étirement, ça va mal se passer. Si avant, ils n'ont pas mangé correctement, ils ne se sont pas bien nourris, s'ils n'ont pas bien dormi, et moi c'est pareil d'ailleurs, hein, ça va mal se passer la journée. On a besoin que le corps se repose, on a besoin d'alimenter notre corps de façon à pouvoir travailler correctement. Et tout ça, ça nous amène sur le deuxième point, sur l'aspect sécurité. Alors vous me direz au cirque, au Folies Russes, la sécurité est très importante parce que quand on monte un chapiteau comme on est en train de le faire, il y a je ne sais pas combien de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. S'il y en a une qui est décalée, tout peut peut-être s'écrouler. Et donc tout ça, ça s'acquiert avec l'expérience, avec le savoir-faire des générations passées. Et l'artiste, je vais vous dire, depuis le temps qu'il a commencé à travailler, la première chose qu'il fait, c'est qu'il apprend à tomber de cheval chez nous. Parce qu'au moins, s'il apprend à tomber, il pourra déjà se relever. Et de suite, on va lui apprendre les bases de la sécurité. Et dans chaque poste, c'est pareil. Ensuite, on a ce besoin d'appartenance. Tous, indéniablement, c'est qu'on appartient à une équipe. Moi, j'appartiens à l'équipe administrative de la compagnie Alexigrus, mais j'appartiens à l'équipe de la compagnie Alexigrus. Autre besoin, c'est un besoin d'estime. Alors, ce n'est pas un besoin d'estime, se sentir « Ah, je suis le directeur commercial ». Non, ce n'est pas ça du tout. C'est « J'appartiens à une équipe
Et on sait qu'avec moi et avec mes collaborateurs, on est là pour faire un travail. On a besoin les uns les autres de s'écouter, de se parler, de communiquer, de s'apprendre. Des fois, il faut du temps. Et tout ça, c'est avoir de l'estime pour l'autre. Et ensuite, on a un besoin d'accomplissement de soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, si on m'a pris, c'est parce que j'avais, je l'espère, certaines facultés, certaines compétences, et que je dois développer, et que tout le potentiel que j'ai en moi, eh bien, c'est ce que je dois révéler dans mon travail au quotidien, ou essayer du moins de le faire. On doit accomplir ce que l'on a et devenir ce que l'on est. Concrètement, je vais prendre 2 exemples en ce qui concerne mon travail sur 2 outils. Je travaille moi avec un logiciel de CRM, un logiciel de billetterie. Pour les logiciels, les besoins physiologiques, c'est les besoins fonctionnels. C'est-à-dire que chaque logiciel a une fonction pour moi bien précise. Besoin de performance et de fiabilité correspondent aux besoins de sécurité. C'est-à-dire que moi, j'attends des choses de mon logiciel de billetterie et de mon logiciel de CRM. Il faut que je sois sûr du résultat qu'ils vont me donner. Besoin d'ergonomie, c'est qu'il me faut des choses pratiques. Sinon, si ce n'est pas pratique, je vais perdre du temps. Les besoins d'utilité du logiciel correspondent aux besoins d'estime et le besoin de réussir avec mes logiciels correspond aux besoins d'accomplissement de soi. Concrètement, on a accouché des Folies Grusses l'année dernière, on a fait notre saison, on a fait notre bilan de saison pendant le confinement. Le Covid est arrivé de suite après les Folies Grusses. Alors, beaucoup de gens paniquent par rapport au Covid-19. C'est normal et c'est compréhensible. Tout à l'heure, je parlais de diagnostic au tout début. Poser un diagnostic avec l'analyse. Et donc, je me suis amusé, moi, à un moment donné, quand j'ai préparé cette intervention, à noter quelques mots que je trouvais dans les articles concernant le Covid. Et donc, j'ai trouvé le mot souvent et répété, travail et crise. J'ai trouvé souvent le mot protocole. J'ai trouvé souvent le mot protection. J'ai trouvé souvent le mot sécurité. Et je continue, le mot respect, le mot accompagnement, le mot règle. Si j'enlève le mot Covid-19, voilà des mots qui sont de l'ordre du professionnel. Et donc en réalité, face à cette problématique que nous vivons à l'heure actuelle, nous devons trouver une réponse. Et nous devons nous adapter. Ceux qui ne s'adapteront pas, ceux qui ne changeront pas, ne pourront pas continuer. Et tous les mots que je viens d'évoquer, protection, sécurité, je viens tout juste d'en parler. Avoir un protocole, c'est transmettre des règles. Accompagnement, respect, on vient de parler d'estime. Travail et crise, on est là au quotidien pour élaborer et apprendre, développer nos connaissances et traverser la difficulté. Pour changer, il faut profiter de ce moment-là pour reposer à plat les choses, pour changer et faire évoluer notre qualité. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire tous, bien sûr. Pourquoi je suis parti sur un titre, La qualité, une voie de jongleur vers l'équilibre. Parce que quand je pose cette phrase-là, ça vous met une image en tête. Et il y a 3 mots qui sont importants pour moi là-dedans. Le mot voix, le mot jongleur, le mot équilibre. Le mot voix, pourquoi? Pour un artiste, pour une certaine branche d'artistes, la voix, c'est le travail de toute une vie. Ça veut dire que le chemin que nous prenons au quotidien, il va durer toute notre vie professionnelle et peut-être même après d'ailleurs. Et donc la voie, c'est effectivement, j'ai noté d'autres mots, ça me fait appel à chemin, passage, piste, déplacement, moyen, méthode. Et on voit bien qu'il y a un cheminement vers l'équilibre à ce moment-là. Pourquoi j'ai utilisé le mot jongleur?
Parce qu'on a tous en nous, et tous nos collègues ont un potentiel et des compétences, tous différents. On doit apprendre à les manier avec habilité et aisance, mais de façon plaisante, et rire avec. Parce que malgré toutes les difficultés que nous vivons au quotidien, ben, si on ne rit pas, si on ne joue pas des difficultés que l'on rencontre, ben, c'est pas marrant. Il faut jouer des problématiques que l'on rencontre parce qu'on apprend de toute façon, de façon à tendre vers l'équilibre. Et qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est une position stable obtenue par l'égalité de deux forces qui sont en opposition. Donc ça veut dire qu'on doit apprendre en jonglant avec nos compétences sur le chemin que nous avons décidé de prendre, de maîtriser les positions, les mouvements, de façon à harmoniser les oppositions. Et c'est pareil individuellement. C'est pareil dans une équipe, puisque quand on est dans une équipe, on a tous des points de vue différents sur le même sujet. Regardez le mot qualité, on avait 6 définitions, et il faut trouver l'harmonisation de nos définitions de la qualité. En conséquence, pour moi, la qualité réside dans tous les collaborateurs que nous avons et tout ce qu'ils ont en eux, plus tous les outils qu'ils ont à disposition pour évoluer. Et tout ça, ça donne une vision collective commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, nous avons la vision de la direction qui a eu ce projet-là des Folies Grusses. Par la vision individuelle de chacun, le travail de chacun au quotidien avec tous les outils qu'il a, le développement de la qualité se fait. Et si on veut développer la qualité de l'ensemble de l'entreprise, on doit la développer individuellement. Qualité, c'est pour moi éprouver au quotidien avec nos connaissances. C'est-à-dire recommencer le lendemain un travail avec tous les éléments qu'on a appris jusqu'à la veille. Et on aura de nouvelles difficultés de toute façon. Et puis à un moment donné, je me suis posé, j'ai ouvert un dictionnaire pour regarder très bêtement ce que ça voulait dire la qualité. Et je suis tombé sur une définition qui disait la qualité, c'est une manière d'être, une nature d'une chose. C'est l'état de ce qui est. Très étrangement, Alexis Grus, qui est donc le créateur du cirque Alexis Grus, de la compagnie Alexis Grus, a une phrase qu'il nous répète inlassablement, et pas qu'à nous, aux journalistes aussi. L'art, c'est sublimer le naturel de la nature. Alors, moi, quand je l'écoutais, j'ai toujours pensé qu'il parlait de ces étalons, puisque c'est des étalons qu'il éduque au quotidien, avec qui il monte des numéros, des tableaux. Mais si on l'appliquait à l'homme, cette phrase-là, est-ce que la qualité ne serait pas l'amélioration, le perfectionnement de l'humain dans l'objectif de passer du verbe avoir au verbe être par rapport aux compétences et au potentiel que chacun nous avons, sublimons ce que nous avons en nous, chacun individuellement, et nous ne pourrons le faire qu'à l'aide des autres, avec un recul, avec un point de vue différent, et surtout, c'est changer de position pour des fois regarder comment voient les choses mes collègues. Voilà, j'ai terminé cette petite présentation de la qualité pour moi. J'espère ne pas avoir été à côté de vos idées. Sachez que les Folies Grusses, on vient d'arriver donc à Paris, notre chapiteau est en train de se monter, vous pouvez y passer, vous verrez. Notre saison va débuter le 17 octobre, porte de Passy, 16e arrondissement, on va avoir 115 représentations de programmées. On propose des formules spectacles seuls, déjeuner, dîner, spectacle. On propose également donc les arbres de Noël pour les comités d'entreprise. Et on propose également pour toutes les sociétés, tout ce qui va être team building, relations publiques, séminaires, conventions, soirées de gala, lancement de produits, etc. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez visiter avec vos équipes notre établissement, les Folies Grusses. Et je vais terminer avec un petit clip de présentation pour vous montrer comment étaient les Folies Grusses l'année dernière.
Un grand merci, Grégory, pour cette présentation. Merci. Je m'adresse à l'ensemble des personnes qui ont participé à cette session. Si on arrive donc dans la seconde partie de notre visioconférence, j'ai un peu de mal à prononcer le mot parce qu'il n'est pas encore habituel pour moi, je suis navré. Donc, c'est le moment des questions. Et donc, si vous avez des questions, et j'imagine que vous en avez de nombreuses, n'hésitez pas à poser, ouvrir vos micros et poser ces questions ou les envoyer par chat, bien sûr. Nous sommes tout à fait à votre écoute. Moi, j'ai vraiment un mot de plus à rajouter concernant votre présentation, Grégory. Très franchement, je suis ravi que vous ayez été le premier à ouvrir cette séquence de visioconférence parce que je trouve que la profondeur et l'humilité que vous avez mis dans cette présentation et surtout que vous démontrez dans l'usage de la qualité, du déploiement de la qualité, résonne véritablement à l'unisson avec ce que nous prônons au sein de la FQP, qui est la nouvelle qualité. C'est-à-dire une qualité, je ne vais pas dire plus intelligente, parce que c'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question de pragmatisme. Une qualité qui va vers les autres pour partager avec les autres, pour faire ensemble. Et ça, c'était important, effectivement, de le souligner, parce que c'est ce que vous avez fait tout au long de cette visioconférence, et un grand merci pour ça. Donc, je cède la parole à tous les autres participants s'ils veulent poser des questions. Alors, n'oubliez pas de réactiver votre micro si vous voulez poser une question, ou bien utiliser la possibilité de la taper, de l'envoyer par chat, et à ce moment-là, je la relayerai en la lisant. Oui, moi je veux bien me dévouer le temps que les autres se descendent de la présentation magique pour arriver sur des questions concrètes. Merci à Grégory. Moi je vous avoue que j'étais très étonné de comment, en partant d'un sujet qui n'est pas un sujet industriel classique, on va dire ça comme ça, d'un spectacle artistique, même s'il y a les aspects logistiques, organisationnels, tu as très bien montré ça, Grégory, je me dis c'est extraordinaire comment par cette approche qui est quand même très spécifique, on en arrive à retrouver toutes les questions qu'on s'est posées depuis 20 ans dans la qualité, hein. La performance, l'écoute du client, comment créer le lien entre ceux qui pratiquent et les clients, la rapidité, l'agilité, qui est le sujet à la mode depuis des années. En gros, tu nous montres qu'en 6 mois, on peut repenser complètement l'offre, finalement, si on raisonne comme ça avec ces mots-là. Et je me dis combien d'entreprises de la taille même de celle de Grus pourraient dire on va repenser complètement notre offre, on se donne 6 mois chrono. Voilà. Donc, je suis admiratif de cette démonstration pragmatique, justement, d'une grande agilité. Voilà. Et alors, j'ai une question concrète parce que je sais que vous avez aussi de nombreuses, donc, comment dire, je pense que tu as bien montré cette notion d'état d'esprit. C'est un peu la transversalité de la qualité finalement. Quel que soit le métier ou l'équipe à laquelle on s'adresse, ils ont leur vision, leur ressenti de la qualité. Donc on comprend bien que s'il n'y a pas le même état d'esprit qui anime tout ça, au bout d'un moment, ça ne marche pas. Voilà. Alors ma question est la suivante. Il y a aussi des aspects normatifs et réglementaires, bien sûr, dans un cirque. J'imagine qu'il y a des tas de choses sur les hygiènes, la sécurité, des choses comme ça. Alors est-ce que tu peux nous dire qui s'occupait de ça? Est-ce qu'il y a un responsable qualité pour ces aspects-là? Ou est-ce que c'est partagé par tout le monde? Comment avez-vous marié ces aspects, on va dire, réglementaires et normatifs avec tous les autres aspects plus globaux que tu as évoqués sur la refonte de votre offre? Alors, nous déjà, si vous voulez, la direction supervise tout. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les règles qu'on a respectées parce que c'est des gros bouquins, des gros dossiers, et il y a des quantités de pages. Mais à partir du moment où la direction donne des indications aux responsables d'équipe, la technique, les écuries, l'accueil, les gens qui font le nettoyage, là, effectivement, on a le Covid-19 qui vient d'arriver, donc où il y a des responsables pour chaque chose, effectivement. Les responsables doivent veiller que chacun respecte les règles. Mais après, c'est aussi à chacun de prendre conscience que des fois, il est bon d'aiguiller le collègue quand on constate qu'il y a une erreur, quand on constate qu'il n'est pas en sécurité ou qu'il y a un risque.
pour l'homme ou pour l'animal, puisque nous, on travaille avec des chevaux. Donc, dès qu'on met le pied le matin au sol, on est continuellement à vivre avec des risques chez nous. Moi, ça m'est arrivé, je vais vous prendre un exemple. J'ai visité, avant de faire les tournées de Zénith, on m'a fait visiter les Zéniths. Et puis mon directeur technique me dit, tu vas monter avec moi en haut parce qu'il faut qu'on aille sur les passerelles. Moi, je suis quelqu'un qui a le vertige. Je me suis dit, je vais y aller. Je l'accompagne et puis j'arrive effectivement en haut. Il fallait que j'aille sur les passerelles, mais on était à 15-20 mètres des fois de hauteur. Et au début, je n'osais pas y aller puisque je regardais par terre. Je regardais dessous. Et puis il m'a dit, non, on regarde devant. Après, c'est moi qui demandais à monter et à aller visiter les Zéniths à ce niveau-là. Et comme quoi, quand on écoute les conseils de quelqu'un d'autre, des fois, on peut faire des choses qu'on ne pensait pas être capable de faire. Pour rejoindre tout cet aspect règles à respecter, pour moi, je me trompe peut-être, mais on n'est plus seulement dans une hiérarchie pyramidale à dire vous avez le patron, les managers, les sous-managers, etc., et les employés, etc. Bien sûr que ça existe, mais il y a ce côté vertical qui existera toujours, même chez nous, du fait qu'on ait ce côté générationnel, mais il y a ce côté horizontal où personne est au-dessus de l'autre en réalité. On est là dans l'échange, dans la construction, dans l'échange de points de vue. Et puis, c'est pas un mal de dire « Ah, j'ai eu tort, je me suis trompé ». C'est aussi ça. Je crois que c'est la première des règles en vérité. Oui, mais merci, je réagis juste deux mots. Je reformule toujours avec mes termes de management. Tu nous parles de droit à l'erreur, de management coopératif, d'échange, en fait, de dynamique de groupe. Hein. On est vraiment en plein cœur de tous les grands classiques des méthodes et des métiers de la qualité. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, vous le pratiquez sans utiliser tout ce vocabulaire, mais on voit bien que finalement, on est au cœur de ce sujet-là. Et s'il n'y a pas l'état d'esprit et ces transferts permanents de savoir-faire, ce que j'appelais après le Kaizen, l'amélioration continue, finalement, on n'arrive pas à être très performant. Ouais. Ah, totalement, mais il y a un mot qui est très important dans ce que vous venez de dire, c'est le mot savoir-faire. Et il y a effectivement, ça c'est monsieur Alexis Grus qui me l'a appris et qui m'a bien fait comprendre. Il y a le savoir, il y a le faire. C'est deux choses différentes. Ensuite, il y a le savoir-faire. Mais à quoi sert le savoir-faire s'il n'y a pas de faire savoir? Ces deux mots, et les 4 mots au final que je viens d'évoquer, sont une continuité de la construction, de la pensée à l'action, encore une fois. Et le mot geste que je disais au tout début de mon intervention est très important, et on parle nous de transmission du geste artistiquement parlant, il se passe le relais de génération en génération, mais c'est très important. C'est comme quand on regarde cette course de fond, effectivement, et qu'on passe le relais. On est dans le don, au final. On est dans le don de soi. Alors, Brigitte Baillet a demandé la parole. Elle a activé son micro et je lui passe la parole. Merci de cette observation. Bravo. Alors d'abord, merci pour cette présentation qui est vraiment très intéressante, comme le disait Nicolas, dans un milieu que nous n'avons pas forcément l'habitude de côtoyer au quotidien, loin de là. Et ma question porte sur la façon dont vous avez éventuellement, enfin je ne sais pas, est-ce que vous avez travaillé sur la convergence des différentes définitions que chacun vous a données de la qualité? Et si vous l'avez fait, comment avez-vous procédé? À quoi êtes-vous arrivé si vous l'avez fait? Parce que vous nous avez donné un peu votre point de vue, mais est-ce que, au-delà de votre point de vue, il y a eu un point de vue général qui a été partagé ou pas? Enfin, je sais pas, voilà, peut-être avant que Grégory réponde, quand vous prenez la parole, on voit bien votre nom,
Mais présentez-vous très brièvement en même Ah, temps. pardon. Merci. D'accord. Alors, donc Brigitte Baillet, je suis conseil auprès des dirigeants en management et organisation. Je suis aussi expert international à l'ONU sur le sujet. Et j'ai travaillé avec la FQP sur la vision de la FQP voilà, jusqu'à maintenant. Merci. Voilà. Alors, pour être franc avec vous, j'ai pas fait toute cette démarche. C'est-à-dire que je leur ai posé la définition, parce que moi j'avais du mal à définir la qualité au début. Je me suis dit par où je vais commencer. Et je me suis dit pourquoi je ne partirai pas de ce que pensent mes collègues pour voir, justement, on parlait de convergence, pour voir si je ne pourrais pas trouver une union dans la définition qu'on m'aurait donnée. Il y avait tellement de définitions différentes que je ne savais pas comment réunir toutes ces définitions. C'est pour ça que je dis que c'est l'union de tous les collaborateurs qui fait la qualité. Et quand il y a un collaborateur qui indirectement s'écarte de l'union, à ce moment-là, la qualité va perdre. Et alors, comment procédez-vous à ce moment-là, justement? Ah ben, c'est qu'on le ramène dans le groupe. À la cravache? Non, je plaisante. Non, je plaisante, excusez-moi. C'est parce que je voyais les chevaux. J'ai eu tout d'un coup, quand vous avez dit ça, j'ai eu l'image des chevaux, vous savez, qu'on dresse. Ah oui. Alors, chez nous, on parle d'éducation. Alexis parle d'éducation. Et alors, pour tout vous dire, hein, c'est pour présenter un numéro, encore une fois, et encore avec des animaux, c'est des années de travail. Vous savez, un cheval, quand il arrive chez nous, il ne sait pas tourner sur la piste, par exemple. Il ne l'a jamais fait. C'est comme un enfant. Au début, il ne sait pas marcher. Et si vous prenez la cravache, que vous tapez un homme, est-ce que vous pensez que l'homme va réagir dans le bon sens? Il va essayer de s'enfuir, je pense. Je pense aussi. Ben, les animaux sont pareils. Et donc, si on n'agit pas avec amour, avec bienveillance, avec, encore une fois, don de soi, ça ne marchera pas. Et donc, effectivement, quand quelqu'un, moi, ça m'est arrivé des fois d'être moins bon, je ne vais pas m'en cacher, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour me rattraper, pour me remettre en cause, et puis mettre le doigt où ben, j'ai été moins vigilant peut-être, pas où ça fait mal, parce que ça fait pas mal en réalité. C'est même fait pour faire du bien. Et alors, comment êtes-vous arrivé à ça, à ce fonctionnement-là? Vous savez, vous avez une idée? Ben, je crois que c'est une espèce d'alchimie que la famille a installée déjà dans leur mode de fonctionnement. Et ce que je vais vous dire, ça va vous paraître un peu bête, mais moi, quand j'ai commencé au cirque, la première année, parce que je vivais en caravane 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on avait le monde professionnel la journée, mais le soir, on est encore professionnel, puisqu'on vit avec les artistes, on vit avec la technique. J'avais des gens, quand je leur parlais, qui me disaient, mais en réalité, toi, tu manges grus, tu bois grus, tu fais pipi grus, tu travailles grus, tu te lèves grus, tu te couches grus, et tu es toujours grus. Et ça, en fin de compte, je crois que c'est la vision d'un homme au départ. Celle d'Alexis quand il a créé son entreprise. Alors, depuis, c'est devenu une légende vivante, puisqu'il a commencé, il avait 3 ou 4 chevaux, je crois. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine dans les écuries. Son nom n'était pas fait. Bien sûr, quand on regarde l'histoire, il y avait son père, il y avait son grand-père, il y a eu des choses. Mais Alexis Grus Junior, il n'avait pas encore marqué son temps. Il a été patron à l'âge de 27 ans. Regardez tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, il a transmis tout son savoir-faire à ses enfants, ses petits-enfants. Et pas que. Tout à l'heure, Nicolas parlait des règles de sanitaires, d'hygiène, etc. Ben, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, Alexis a dû passer un diplôme. Et c'est les élèves que lui-même il a formés qui lui ont remis le diplôme. C'est quand même extraordinaire que la personne qui a formé ses élèves obtienne son diplôme par ses élèves.
ça montre quand même qu'il y a une problématique dans notre fonctionnement, dans notre pays. En tout cas, ça montre aussi un état d'esprit fort et une culture familiale très puissante. Vous savez, c'est rigolo la phrase que vous venez de dire en parlant d'état d'esprit, parce que quand j'ai préparé la présentation, il y avait une page que j'avais intitulée au début « Un état d'esprit et d'état d'esprit ». Parce que l'état d'esprit, en réalité, l'état d'esprit qu'a mis en place la famille russe, il est dû au tas d'esprit qu'ils ont rencontré dans leur vie, qu'ils ont partagé, véhiculé, transmis. Encore une fois, on est sur les rencontres et sur l'échange. Et encore une fois, derrière, il y a le don de soi. C'est pas... On est ce que l'on est que par rapport aux autres. C'est un point de vue. Ouais, c'est un point de vue. Enfin, qui n'est pas dans le débat, c'est pour ça que je... Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette réponse très Mais de rien. profonde, en même temps plus que simple. Ah ben merci. Merci beaucoup. Bonjour Grégory, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Donc je suis Thomas Lejeune, je suis responsable de la qualité client d'Air France et secrétaire général de France Qualité au niveau national. Grégory, d'abord je voudrais vous remercier pour votre intervention parce que ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que ce soit un directeur commercial qui parle de qualité et ça c'est très rare. À ce point-là, c'est très rare. Merci. Je voulais vous poser une question parce que ça fait partie des choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'évoquer juste avant. C'est comment est-ce que vous faites votre retour d'expérience par rapport à la globalité d'un spectacle pour savoir s'il est réussi ou pas et s'il a effectivement atteint l'objectif que vous étiez fixé, vous, dans un premier temps, sur la qualité de ce spectacle. Alors ça peut être au niveau global et également chaque soir, parce qu'on sait que chaque soir, il y a des moments où ça marche bien, moins bien, etc. Et deuxièmement, comment vous récupérez cette information auprès de vos clients, de vos spectateurs, pour pouvoir vous améliorer? D'accord. Alors, bon, la réponse que je vais apporter n'engage que moi, là. Ça n'engage pas ma direction, je dirais. Le premier baromètre, déjà, pour moi, ben, c'est au moment où le spectacle se termine et qu'on voit les réactions du public. Quand vous avez une salle entière qui vient de... Là, notre spectacle fait 1h30 aujourd'hui, mais avant, il faisait 2h30. Quand vous avez une salle entière qui se lève à la fin d'un spectacle, qui applaudit, qu'il y a des gens qui ont ri, qu'il y a des gens qui ont pleuré, qu'il y a des gens qui ont été émus, qui ont eu des frissons, et qui applaudissent pendant un quart d'heure debout les artistes, la technique, le travail qui a été fait derrière aux écuries, le travail de l'accueil, etc., ben ça déjà, c'est la première vision, je crois, de la qualité. Après, bien sûr qu'on a des objectifs, mais je crois qu'on est d'éternel insatisfait, puisque chaque année, on essaye de mettre la barre toujours plus haute. Et à un moment donné, on avait un spectacle où on disait toujours plus haut, toujours plus loin. Et c'est ça. Encore une fois, on a des difficultés, on a créé quelque chose, mais maintenant qu'on l'a fait, on va pouvoir accéder à une étape supérieure après. En ce qui concerne, pour répondre à la deuxième partie de la question ensuite, moi je suis quelqu'un déjà qui parle beaucoup avec le public sur site. Et régulièrement, d'année en année, c'est que je fais des questionnaires, des statistiques. Et même pendant la saison, si vous voulez, souvent on laisse des petits questionnaires traîner et les gens peuvent les remettre dans une urne, etc. Mais on fait ça aussi bien à Paris quand on est de Zénith, par exemple. Et c'est très important d'écouter les commentaires des gens, même si c'est pas, même s'ils vont pas avoir des fois, on va pas avoir 50 fois le même commentaire, mais ça peut révéler quelque chose. Alors après, c'est pas parce que le client va nous dire ah ben ça c'est pas bien, ça faut le changer, et puis c'est comme ça qu'on va forcément le changer. On va peut-être des fois l'améliorer, le peaufiner, le perfectionner. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça me demande beaucoup de travail, de préparation, parce que quand je fais des questionnaires, je ne veux pas inciter
le client à me donner une réponse dans la question. Et j'ai constaté que pour faire ça, il fallait être très vigilant dans la façon dont on pose la question. Et oui, enfin, je suis très à l'écoute, j'essaie du moins d'être à l'écoute du public. Parce que... je termine juste. L'année dernière, vous voyez, on avait fait une soirée le soir du 31 décembre. Il s'est trouvé qu'en 24 heures, on a vendu 600 places. C'est-à-dire, le 30 décembre, on termine notre soirée à 11h. De 11h du soir au lendemain, 19h d'ouverture, on avait vendu 600 places. Sauf que derrière tout ça, c'est qu'en termes de gestion, à la restauration, à l'accueil, il y a plein de conséquences. 600 personnes, c'est déjà 6 personnes de plus pour surveiller la salle, c'est du personnel en plus. Au niveau de la restauration, c'est des stocks en plus. Et effectivement, il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits. Et il y a une dame qui nous l'a bien fait comprendre, et puis elle nous a écrit un mail, elle nous a laissé des messages, et je l'ai rappelé. Puis je ne savais pas quoi lui dire au début quand je l'ai rappelé. Puis déjà, le fait que je la rappelle, elle était contente d'avoir quelqu'un parce qu'au moins, elle pouvait véritablement partager sa douleur, son mécontentement qu'elle avait. Alors après, je lui ai proposé des solutions en face, et à la fin, tout ce qu'elle m'a dit, vous avez transformé mon pépin en pépite. Est-ce que c'est pas ça notre travail en réalité, de tout transformer, les difficultés en opportunités? Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de ton intervention, Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Alors, les questions se font effectivement un peu attendre. Moi, je vais me poser simplement une réflexion personnelle. C'est comment pourrions-nous aujourd'hui tirer une leçon de cette expérience qui nous a été présentée et pour, en fin de compte, essayer de promouvoir dans nos organisations une démarche qui soit une démarche participative. Je crois que le secret du cirque, qui peut-être n'a pas été suffisamment évoqué, c'est cette remise en cause permanente du geste pour aboutir à la perfection. Et peut-être que c'est un des secrets qui a permis à Grégory de faire en sorte que la remise sur, je dirais, du travail pour répéter sans cesse et se perfectionner a pu réussir en fin de compte. Merci pour la question, pas facile comme question. Non, mais c'est une très bonne question parce que vous auriez Alexis Grus devant vous, il pourrait commencer une intervention qui pourrait durer une bonne heure facile et même plus avec lui parce que je pense que c'est l'expérience qui fait que vous vous posez les mêmes questions et que vous essayez de trouver des réponses à ces questions. Alors, la réponse, je crois qu'elle est simple, c'est que tout ce que vous dites là, c'est que c'est un travail que tout le monde fait au quotidien, et surtout la famille Grus avant tout, puisqu'ils essaient d'innover chaque année les spectacles, et des fois on innove même en faisant plusieurs spectacles différents dans l'année. Alors, ça repose déjà sur un répertoire, parce que la famille Grus a cette faculté d'avoir un répertoire qui est transmis donc, depuis 1854, parce que la famille est née en 1854, c'est une rencontre d'un tailleur de pierre qui est tombé amoureux d'une écuyère italienne qui passait dans son village et qui a tout quitté et qui a suivi le cirque. Et 6 générations plus tard, on retrouve Alexis. 4 générations plus tard, on retrouve Alexis. Au quotidien, ils se remettent en cause effectivement. Parce que quand ils préparent un numéro, il y a forcément des tests. Il y a forcément des échecs. Il y a forcément des ratés. Il y a forcément des loupés. Il y a forcément des moments où ils tombent. Des moments
il peut y avoir des moments de difficulté mais émotionnelle, où ça fait des heures, des jours, des années qu'on travaille, et ils n'y arrivent pas des fois, parce qu'il suffit de bouger un petit élément, ou d'être plus attentionné sur un petit élément, et hop, ça bouge. Puis des fois, c'est qu'on se bloque dans l'esprit aussi. Moi, je vois, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à un moment donné, quand j'étais plus jeune, à prendre le point de vue de quelqu'un d'autre sur un même sujet que moi. Je me suis retrouvé justement en blocage par rapport avec la vision qu'il avait. Mais c'est pas se mettre à la place d'eux, c'est regarder la chose autrement et accepter le regard qu'ils portent sur cette chose-là. C'est comme quand vous avez un point, c'est marrant parce qu'on parle du cirque, et là j'allais vous parler du point et au milieu du cercle, le point est le sujet, tous les collaborateurs, on est sur le cercle et on est en plein dedans là par rapport à la piste, puisque la piste est un cercle et le sujet c'est l'art qu'on représente au milieu. Et les spectateurs, ils sont tous autour en plus. Et chacun a son point de vue, il a sa vision différente de ce qui se déroule sous leurs yeux. C'est extraordinaire de voir un tableau créatif, artistique, mais d'un point de vue, de 3000 points de vue différents quand on est complet. Et c'est le même numéro qui se déroule. Et les personnes le voient de façon différente. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, tout à fait. Non, mais on rentre dans une dimension qui dépasse le cadre de notre propos. Mais c'est effectivement le lien qu'il y a entre l'être et effectivement cette perception et cette possibilité d'expression pour que la réalisation se fasse. Et cette problématique de l'être et du savoir-être, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est une question essentielle dans notre monde. Là, en fin de compte, on touche l'âme après. En réalité, on est en train de toucher l'âme, là, en termes de sujet. Tout à fait. Alexis, encore une fois, décidément, il a souvent dit « J'adore la magie, je déteste l'illusion. » Et moi, au début, c'est quelque chose que j'avais un peu de mal à cerner, si vous voulez. Je comprends aujourd'hui pourquoi il préfère la magie, parce que l'âme agit. Certes. Oui, si je puis me permettre d'intervenir dans cette discussion qui est extrêmement captivante et au centre de quelque chose qui pour vous est naturel dans le cirque, parce que effectivement vous êtes dans l'art et l'âme vont ensemble, et dans l'entreprise où on devrait aussi travailler le geste au quotidien, l'améliorer sans cesse, il faut justifier pourquoi il faut faire ça. Tandis que vous n'avez pas besoin de le justifier parce que c'est un dépassement de soi qui est naturel. Chaque artiste veut être meilleur le lendemain qu'il n'a été la veille. Et dans l'entreprise, ça pourrait être pareil, mais on a à le justifier. On a tous ceux qui font mon métier doivent évangéliser les dirigeants, à leur dire mais il faut travailler vous êtes bon, soyez encore meilleur. Mais pourquoi faut-il être meilleur? Non, vous n'avez pas vous à l'expliquer. C'est naturel et ça c'est bien. Et je sais pas, il faudrait trouver. Là, Martial, tu as tout à fait raison de dire comment pourrait-on trouver le chemin entre ce que vous faites dans le cirque, ce que vous venez de nous expliquer. C'est très vraiment très bien. Comment pourrait-on, extrapoler dans un monde où le dépassement de soi n'est valable que pour certains? Peut-être en faisant des interventions dans les entreprises comme celles que je fais aujourd'hui. Vous êtes en train de nous vendre. Je ne vous vends rien du tout, mais c'est peut-être l'échange verbal qui pourra peut-être réveiller ces choses-là. Après, moi, ce que j'ai déjà vu, je ne vais pas vous mentir, c'est l'esprit de compétition qu'on voit des fois au sein des entreprises, entre plusieurs salariés, etc. Par exemple. Alors, ça a du bon,
bien sûr, l'esprit de compétition, mais ça peut aussi avoir du mauvais. Ça peut avoir du mauvais si derrière, il y a une mauvaise pensée. Mais s'il n'y a que des bonnes pensées, il n'y aura pas de mauvais derrière. Si, comment vous dire ça? Si on cherche à faire mieux que l'autre pour faire mieux que l'autre parce qu'on veut que l'autre soit bien que nous, ça c'est mauvais. Si on cherche à faire mieux que l'autre parce qu'en faisant mieux que l'autre, ben, ça va l'inciter demain lui à faire mieux que moi, ça c'est bon. Oui, vous avez tout à fait raison, hein, et ça, je pense que c'est pas tellement ça qui est en discussion, en débat là, c'est comment arriver à convaincre les gens de ça, à leur faire prendre conscience de la réalité de ça. On est d'accord, hein, sur ce que vous dites, et beaucoup de gens sont d'accord d'ailleurs. Même dans l'entreprise, quand vous discutez entre quatre yeux avec les personnes, oui, c'est quelque chose qui s'admet facilement. Mais de là à passer à l'acte, voyez. Ah ben voilà, j'allais y venir. J'allais y venir parce que j'allais y venir de la façon dont je disais tout à l'heure de passer de la pensée à l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, entre tout ce que l'on évoque là, ben, c'est qu'il faut agir, il faut le vivre. Et ben, encore une fois, j'en reviens à, il faut vivre la difficulté. On veut avoir de bonnes choses, de belles choses dans la vie professionnelle. C'est à nous de le construire, ces belles choses. On ne va pas l'avoir comme ça. Personne n'a la recette. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, mais ça se trouve demain, je vais être dans une situation conflictuelle au travail, je ne sais pas. Mais c'est totalement possible. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir de façon permanente, d'être à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre avec les autres. Ah oui, et là, c'est là que notre tâche est de trouver la motivation d'arriver, parce qu'on ne peut pas juste dire il faut. Ah, bien sûr. Voilà, il faut, on est d'accord. Mais pour y aller, pour le faire, et nous, enfin, les évangélisateurs, hein, tous ceux qui agissent en entreprise pour faire avancer cet état d'esprit-là, avec lequel on est d'accord, on a trouvé le moteur de cette motivation, et d'où l'intérêt d'en parler, quoi, parce que c'est en en parlant que... Faut leur faire vivre, en réalité. Il faut qu'on essaye de leur faire vivre. Je peux dire un mot avec ma casquette d'universitaire, si vous permettez. Il y a longtemps, certaines personnes comme Herzberg avaient montré que la motivation, c'est plus que le salaire. Il y a d'autres choses. Et je pense que les facteurs de motivation sont multiples. Dans la société en crise dans laquelle on vit, il y a des facteurs de démotivation qui sont très nombreux. À une époque, la qualité, beaucoup de normes, de méthodes disaient il faut définir une vision et puis engager des projets pilotes. Il y a plein de choses de faites là-dessus. C'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans un monde où même pour dégager une vision, outre que le contexte s'y prête pas tellement, parce que tout devient complexe, flou, incertain, on voit bien que ça ne suffit pas. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une vision, mais je pense qu'il y a ça. Moi, j'ai envie de réagir sur ce qu'a dit Grégory à l'intention de Martial. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que, par exemple, là, on a un exemple que je trouve vraiment remarquable, au sens où il faut le remarquer, qui est dans Gros de nous dit, ils ont fait de la qualité partout, sans le nommer nulle part et sans responsable qualité en tant que tel. Hein. La qualité, c'est l'affaire de tous. Une phrase que j'ai connue il y a 30 ans quand on était au Bureau Veritas. Là, c'est un bel exemple, en fait. Moi, j'ai un autre exemple de quelqu'un avec qui j'ai travaillé à l'université, qui est même venu enseigner avec moi, qui est un spécialiste du sport, hein, du sport collectif, qui est entraîneur national dans un domaine sportif en France, et qui a d'ailleurs est spécialisé sur la préparation mentale aussi. Donc, la dimension psychologique des choses. C'est pour ça que je pense à lui, parce que vous parlez de motivation. Et on pourrait aussi voir comment lui voit ce qu'est la qualité et le management participatif. Et l'idée me vient, peut-être est-elle incongrue, mais je vous la soumets. Et comme la prochaine fois, on aura quelqu'un qui, lui, va pas du tout être, quoique, mais pas directement, on va dire, dans l'artistique, mais dans la technologie. C'est un biochimiste qui travaille dans les technologies de cuisine, dans les techniques de cuisson, etc., qui va soulever de la même manière son approche de la qualité par des voies différentes. Un peu comme une montagne, il y a plein de versants différents à la montagne, mais je pense que tout le monde, finalement, tend vers le même sommet. Et je me disais, Martial, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de soit faire une petite brochure résumant ou d'organiser un dialogue en disant dans ces métiers et ces façons d'aborder les aspects de la performance très, très différents. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les mettre côte à côte ou de les faire dialoguer et d'en déduire quelques transversalités, quelques points communs?
Je sais pas, c'est une idée, mais parce que j'ai rarement vu ce genre d'exercice. Vous voyez, on a des témoignages de comment les gens font, mais là, je pense qu'on touche à un sujet qui est vraiment un petit peu intangible, pour prendre encore un terme universitaire. Hein. C'est-à-dire, ce sont des choses, on voit bien qu'elles existent, qu'elles se concrétisent, qu'elles donnent lieu à des résultats, mais on reste quand même dans de l'intangible, parce que j'écoutais Grégory, par moments, c'est limite de la métaphysique. Vous voyez, alors qu'on est dans des choses bien concrètes. Hein. Il y a des gens, il y a des clients, il y a de la logistique. On n'est vraiment pas dans des trucs, vous voyez, je veux dire, intangibles. On est dans des choses très très tangibles. Et pourtant, on en revient à parler de l'état d'esprit. Et je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas, vous voyez, des témoignages à mettre ensemble ou à, je sais pas, à faire converger. Ça pourrait peut-être apporter justement de l'eau un peu au moulin de ceux qui veulent comprendre comment on fait, comment finalement c'est reproductible tout ça. C'est un peu ça ce que j'ai entendu dans la question. On voyait bien ce qu'ils ont réussi. Il y a eu d'autres cas. Il y a eu le Cirque du Soleil qui a fait une démarche de qualité totale aussi à l'époque et tout. La question, toujours, dès qu'on intervient dans une entreprise, c'est comment reproduire ces réussites. C'est ça, c'est ces choses-là, voilà. Et souvent, c'est un mélange de plein de choses qu'on a du mal à reproduire. Hein. C'est une espèce d'agglomérat harmonieux qui n'est pas évident à créer l'harmonie. Voilà. J'ai fini mon intervention. Bien sûr. Non, mais c'est tout à fait exact. Alors, je ne vais pas répondre directement à cette question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant et que je porterai effectivement à des collègues. Mais peut-être il y a un élément de réponse qu'on pourrait trouver déjà, puisque donc France Qualité anime plusieurs think tanks. Tout à l'heure, Brigitte Baillet nous en a parlé sur sa participation à la vision. Donc c'est elle qui le pilotait, elle a oublié de le dire, mais ça c'est normal. C'est son côté humilité qui prévaut. Donc c'est elle qui a animé cette vision qui a été prise en compte par l'ensemble des administrateurs. Et donc dans ce think tank, il existe également un autre qui vient de sortir un livre blanc. Et il se trouve qu'il a été publié, je crois, il y a avant-hier ou hier. Et c'est sur le savoir-faire, le savoir-être. Et peut-être que par rapport à la réflexion et aux échanges que nous avons, on a peut-être des bribes de réponses dans ce document qui est un livre blanc qui peut être téléchargé directement depuis le site de la FQP. Donc, n'hésitez pas à consulter le site pour le télécharger si le sujet vous intéresse. Est-ce que nous avons d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaiteraient faire une question, proposer une question? Visiblement non. Jean-Pierre, il n'y a pas de message que je n'aurais pas vu, que peut-être qu'il y aurait. On les parcourait juste à l'instant. D'accord. On n'a pas. On a des remerciements, mais on n'a pas une question à laquelle on devrait immédiatement apporter une réponse. Très bien. Eh bien, écoutez, moi je remercie tout le monde d'avoir participé effectivement à cette première. J'espère que vous avez tous passé un bon moment et que vous avez pu partager et entrevoir des choses intéressantes au travers de nos différents échanges. Un grand merci à Grégory pour effectivement sa simplicité, son humilité et son engagement dans la chose. Thomas Lejeune tout à l'heure a souligné que c'était effectivement extrêmement intéressant et rare d'avoir un directeur commercial qui parle de qualité. Effectivement, je m'associe à son propos, j'en suis ravi et je suis tout à fait ravi de cette première visioconférence, surtout sur cette thématique et avec la qualité des personnes qui y ont participé. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que cette visioconférence a été enregistrée, qu'elle sera mise à disposition sur les différents sites de l'UTC et de la FQP dans quelques heures, quelques jours. Là, Jean-Pierre, je te laisse répondre à la chose peut-être un peu mieux. Moi, je vous remercie tous et je vous dis donc à très bientôt, le 6 octobre pour être précis, où nous animerons de la même manière une visioconférence qui traitera effectivement d'un sujet qui est tout autre, qui est la gastronomie et l'excellence, qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas Louis. Peut-être, Nicolas Louis, voulez-vous dire quelques mots sur ce sujet-là avant que nous ne clôturions définitivement cette session? Voilà, oui, quelques mots. Donc, il s'agit de Bruno Goussot, qui est
le créateur, le dirigeant du centre de recherche des études sur l'alimentation, qui a été pendant 30 ans le directeur scientifique du grand cuisinier Joël Robuchon, qui n'est plus là, hélas, et qui est quelqu'un qui est à la fois biologiste et biochimiste de formation, donc ingénieur agronome, et qui a fini donc dans le travail sur les 3 étoiles, après être passé par McDonald's. Alors, il a vraiment une carrière assez étonnante, et c'est quelqu'un qui est un des pionniers dans le monde de ce qu'on appelle la cuisson sous vide à juste température, voilà. Et ce qu'on appelle la cryogénisation, comment extraire des saveurs grâce aux techniques du froid, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est un fin technologue, et là en tant que membre de l'UTC, je suis sensible à ça, mais pour autant qui travaille avec les cuisiniers pour les aider à repenser leur métier, voilà. Et donc il voulait nous parler de ça, de son passé HACCP d'il y a 30 ans, et maintenant comment inventer, non pas une nouvelle qualité, mais quelque part une nouvelle cuisine, la cuisine du bien-être, la cuisine, voilà. Et donc c'est une autre approche encore, je pense, très très différente. Et voilà, et donc ça fera un autre éclairage complémentaire, finalement un peu de choses sur les mêmes questions, mais avec des exemples de réponses différentes. Très bien, merci beaucoup. J'espère effectivement, c'est un programme à l'échange, je fais un mauvais jeu de mots, mais voilà, très bien. Jean-Pierre, est-ce que tu as d'autres informations que tu pourrais nous transmettre? Non, j'ai simplement fait une prise d'écran qui va nous permettre de mémoriser l'ensemble des participants, du moins ceux qui terminent la conférence avec nous, mais quasiment tout le monde. D'accord. Et également l'enregistrement, une fois terminé, il sera transformé en support MP4 et mis sur les serveurs de façon à ce que la conférence puisse être réécoutée. Très bien, merci beaucoup. Merci à l'ensemble de la technique de l'UTC, merci à tous les participants, merci bien sûr à tous les animateurs, et j'espère à très bientôt pour quelque chose de nouveau, ou bien sûr pour échanger en bilatéral, bien évidemment si chacun d'entre vous le souhaite. Donc un grand merci, je vous souhaite une bonne soirée, et peut-être je donne le mot de clôture à notre invité qui est Grégory. Grégory, si vous voulez bien dire un dernier mot pour cette session et la fin de cette session. Écoutez, je vais déjà vous remercier, vous, votre équipe, et je vais remercier également toutes les personnes qui se sont inscrites, qui nous ont écoutés. Je remercie aussi les personnes qui ont posé des questions, parce que ça permet toujours, encore une fois, de diagnostiquer l'état de la qualité qu'on peut avoir de façon à définir vers quel chemin on doit aller, peut-être. Et c'est une très belle expérience pour moi d'avoir pu effectuer ce travail, parce que justement, ça m'a permis de travailler sur mon travail et la façon dont je travaille. Et ça m'a permis de voir des choses que je n'avais peut-être pas l'habitude de voir. Donc, à refaire. Très bien. Ben, écoutez, bravo. Moi, je souhaite que des gens comme vous, c'est-à-dire qui sont dans la qualité sans y être, mais qui la défendent d'une manière tout à fait convaincante, puissent participer aux démarches que nous entreprenons au sein de France Qualité, parce que c'est un moyen de vulgarisation qui sort un petit peu des sentiers battus ou techniques, ou trop techniques qu'on pourra dire, et qui rend humain la chose. Et pour moi, c'est toujours extrêmement captivant que de rencontrer des personnes comme vous qui avaient ce sens-là. Donc, je vous invite à persévérer et pourquoi pas tenter le trophée du leader qualité. Il y a, pourquoi pas, pourquoi pas. Vous savez, c'est quelque chose qui a été initié par des Français il y a très longtemps qu'on n'a pas su mettre en pratique en France. Là, on a démarré. Et il faut que les Français viennent, participent. Donc, allons-y. Vous savez, c'est comme tout. Il faut commencer à le faire pour pouvoir y arriver. Mais là, il faut que vous en discutiez avec Alexis Grusch, parce qu'à mon avis, il est beaucoup plus fort en la matière que moi. En tous les cas, un grand merci à vous. Merci. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir.